Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans Plaisir de lire, comme chaque mercredi sur Zouk TV. Comme chaque mercredi, j'ai la joie, l'honneur de recevoir des amoureux de la lecture qui vont nous faire voyager, qui vont nous faire réfléchir. Et donc c'est pour cela que je suis accompagné d'une femme et d'un homme. Donc à ma gauche, nous disons bonjour à... Marie-Laurence Delors, merci. Bienvenue Marie-Laurence. Merci Ludovic, Parmi nous. merci. En face de Marie-Laurence, nous avons un monsieur qui s'appelle... Raphaël Nicole. Monsieur Nicole, sois le bienvenu sur le plateau de Zouk TV. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc, nous allons discuter, nous allons échanger littérature, mais aussi actualité, passé, histoire de la Martinique, histoire du monde. On va bien s'amuser. Donc, c'est pour ça que tout de suite, nous allons vers Marie-Laurence. Alors, Marie-Laurence, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, merci de me donner la parole. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de retourner sur l'ouvrage d'Hannah Arendt, La crise de la culture. Alors, pourquoi? Pour deux raisons. Parce que l'éducation, c'est quelque chose qu'on juge très, très fondamental, mais en même temps, je dirais, sait-on ce qu'on entend par l'éducation. Et donc, j'ai choisi de revenir sur l'un des articles d'Hannah Arendt concernant la crise de l'éducation. Alors, rapidement, je vais rappeler Hannah Arendt. Donc, c'est une philosophe qui naît en 1906. Elle est de confession juive et donc, à la suite de nombreuses crises personnelles, d'accord, elle fuit donc l'Allemagne et elle va aux États-Unis, d'accord. Donc, j'ai choisi à nouveau cette femme parce que c'est une femme philosophe et parce que c'est une précieuse référence pour savoir ce qu'est une crise. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on entend par crise? La crise, en général, on va dire que c'est un état qu'on va juger relativement un état de danger qui réclame une réponse immédiate et empressée. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'une crise, c'est un état qui dure et qui va jeter un pan important du monde. Autrement dit, une crise, c'est quelque chose de durable. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit de la crise? Et je la cite, « Une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites, c'est-à-dire par des préjugés. » Donc, cette première raison-là, où elle défend ce que c'est qu'une crise, et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de penser sans entrave. Et ce qu'elle dit, c'est que pour penser la crise, il faut absolument une philosophie de l'action politique et d'une pensée sans entrave. Et cette pensée sans entrave, ça va concerner l'éducation. Alors, l'ouvrage est composé de 8 grands articles. Et j'ai choisi la crise de l'éducation. Cet article a été écrit en 1958. Alors, qu'est-ce que l'éducation? On a tendance à confondre éducation et dressage. Dressage, c'est quoi? C'est répondre de façon systématique à une injonction. Et donc, c'est une discipline rigoureuse sans formation. Parce qu'on a tendance à croire que c'est ça l'éducation. Puisque on entend les gens dire, mais tiens, il manquait de dressage. Le dressage, c'est pas l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est d'abord accueillir. C'est soigner, protéger, épanouir, faire naître. Et c'est ce qu'elle dit. L'éducation, c'est accueillir, entourer, protéger. Et protéger quoi? Cette capacité novatrice qui est dans le jeune. Parce que c'est ça le but de l'éducation. Il faut de la tradition, dit-elle. Pourquoi? Parce qu'il y a des invariants. L'invariant, c'est qu'un enfant n'a pas la même stature qu'un parent, qu'un adulte, qu'un formateur. Il a besoin d'être encadré. Ça ne veut pas dire piétiner, ça ne veut pas dire soumis,
ça veut dire protéger. L'encadrement, c'est ça. C'est-à-dire que empêcher que cette jeune plante qui arrive, eh ben, cette plante-là puisse apporter sa nouveauté dans le monde. Donc, il y a à la fois la tradition. Pourquoi? Parce qu'il faut des règles. Parce qu'il faut que les adultes assument le monde dans lequel ils mettent un enfant. Il faut l'assumer. C'est nous qui avons créé ce monde. Mais permettre en même temps que ce jeune cerveau puisse développer cette capacité novatrice pour construire un nouveau monde commun. Et c'est ce qu'elle dit de façon très importante. La finalité de l'éducation, dit-elle, c'est la pérennité du monde humain. La pérennité, ça veut dire qu'il faut que ce monde-là dure. Mais la durée, ça veut dire que on ne peut pas durer dans le même. Il faut du changement. Et pour qu'il y ait du changement, eh bien, il faut qu'il y ait du même. Parce que je ne peux mesurer le changement que s'il y a quelque chose qui ne change pas. Et ce quelque chose qui ne change pas, c'est un certain nombre de règles qui sont importantes dans l'éducation. Une petite question par rapport justement à la vision d'Hannah Arendt. Est-ce que l'éducation est uniquement l'affaire des parents ou bien les différents acteurs de la société ont un rôle à jouer? Tout à fait. Ou bien il y a des degrés dans... Très bonne question. Ça concerne aussi bien l'école que les parents, que la rue. Parce que quand elle écrit cet article, ce qu'il faut bien savoir, c'est que on est dans une société américaine où il y a de nombreuses communautés. Et l'école, c'est un lieu où on met en commun un certain nombre de choses. Et la mise en commun pour vivre dans un monde commun à toutes ces communautés. Autrement dit, lorsque le jeune arrive dans la société américaine et plus particulièrement à l'école, il doit avoir un langage commun et un minimum de règles communes. Alors maintenant, elle dit une chose, un enfant de nationalité, je dis irlandaise, puisque nous sommes en Amérique, s'il veut parler sa langue chez lui, ça ne pose pas de problème. Par contre, quand il vient en classe, il parle la langue commune de l'Amérique. Et ce qu'elle dit, c'est que chaque partenaire doit assumer son rôle. Autrement dit, je ne peux pas dire à mon enfant, ah oui, ce monde-là, c'est pas moi qui l'ai créé. Même si je ne participe qu'à 1%, ce 1% est suffisamment important pour que je puisse dire que moi aussi j'ai participé. Et ça, c'est important. Donc, le monde commun ne repose pas seulement sur l'école. Ça repose aussi dans les familles. Et ça, c'est important. Et c'est si vrai que c'est dans la famille qu'on apprend un minimum de règles. Et ce qu'elle dit en plus, c'est que il faut que dans le monde, eh bien, qu'il y ait quelque chose qui puisse protéger les jeunes. Et protéger les jeunes, c'est les mettre en contact avec un certain nombre d'activités, par exemple, activités artistiques, activités culturelles. Mais ce qu'elle dit de très important, c'est que, concernant l'école, c'est que c'est pas tant la manière d'enseigner qui est importante que le contenu. Autrement dit, ce qu'elle dit d'excellent, c'est que un maître, pour qu'il soit performant, il faut qu'il connaisse à fond sa matière. Qu'il soit performant dans sa matière. S'il n'est pas performant dans sa matière, il va apprendre tout et n'importe quoi, sauf la matière pour laquelle il est prêt à transmettre un savoir. Donc, ça c'est... elle a une vision, je dirais, très juste du métier d'enseignant. C'est pas simplement une pédagogie, l'enseignement. C'est aussi quel savoir et quelle est la pertinence du savoir que l'on transmet à un jeune. Et ça, c'est vrai aujourd'hui où on est concurrencé par Internet, etc.
Si un professeur, un maître, ne maîtrise pas sa matière, eh ben, vous ouvrez Internet, ah madame, oh ceci, oh cela. Donc, dans ce cas-là, à quoi bon venir à l'école? On met l'ordinateur et on dit, bon, le jeune, bon, eh ben, tu tapes A, et puis bon, et puis tu fais l'exercice, etc. Quel est le rôle du maître? Donc, le rôle du maître, c'est justement apporter ce plus. Ce plus-là, c'est dans sa formation. Et donc, ce qu'elle dit d'autre part, qui est très important, c'est qu'il faut non seulement prendre soin des jeunes, mais surtout, il faut leur assurer une forme de stabilité. La stabilité n'est pas l'ennemi de la nouveauté. La stabilité, c'est protéger le jeune et lui indiquer, bon, voilà le monde tel qu'il est. Maintenant, ce monde tel qu'il est, tu as un objectif. C'est de fabriquer du nouveau. Pourquoi faire? Pour garder un monde toujours humain. Parce que l'humanité, c'est pas un acquis définitif. Hein? Tout à fait. Oui. Et nous avons à reconstruire et à améliorer cette humanité. Pas seulement du point de vue du corps, mais du point de vue du rapport entre nous. Donc, quand on dit fabriquer un monde commun, c'est que c'est pas un individu qui décide, c'est une communauté ensemble qui décide de ce monde commun. Et ça, c'est important, oui. Là, justement, cette thématique d'Hannah Arendt, je pourrais dire, c'est toujours d'actualité. Surtout quand on voit les derniers événements qui nous ont bouleversés, si je peux m'exprimer ainsi. La place du jeune, la place on parle du vivre ensemble, la question intergénérationnelle, la tradition, la modernité, le nouveau, l'ancien. Et en fait, quand tout concourt justement à la stabilité de la société, tout en permettant une transformation. Voilà. Alors, je vais lire ce qu'elle dit, effectivement. Alors, c'est à la page 250. Alors, la ligne qui sépare les enfants des adultes devrait signifier qu'on ne peut ni éduquer les adultes, ni traiter les enfants comme des grandes personnes. C'est important. Un enfant reste un enfant. On n'a pas à le traiter comme une grande personne. Et ça, c'est important. Je rappelle que c'est en 1958, c'est dit là. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. À l'heure où on pense qu'un enfant, c'est un adulte, non. Justement, il faut protéger l'enfance. Parce que ne pas protéger l'enfance, c'est abîmer l'adulte de demain. Mettre en contact un enfant dans des situations traumatisantes, c'est en quelque part, elle le dit bien, détruire la capacité de transformation de l'adulte en puissance. Parce que en puissance, ça ne veut pas dire que l'enfant est un adulte. Quand on dit que l'enfant est en capacité de devenir adulte, il faut l'accompagner. C'est pas parce que dans l'enfance, il y a le chemin de l'adulte que c'est un adulte. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a dans l'enfant, l'adulte en puissance que l'on doit conduire. Et ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas tuer cette capacité à créer du nouveau. Et c'est peut-être ça que nous avons du mal dans notre jeunesse. C'est-à-dire qu'à trop parler négativement du monde, on oublie que l'on tue en même temps cette capacité qu'ils ont et inhérente à tout jeune de construire quelque chose de nouveau. Non pas en rejetant tout de l'ancien, mais en le dépassant. Dépasser l'ancien, c'est pas le nier totalement. Et c'est ça toute la difficulté de l'éducation. Et c'est pourquoi on ne peut pas toujours parler d'éducation réussie totalement, parce que on a affaire à un matériel humain. Le matériel humain, c'est des gens libres. Libre, ça ne veut pas dire s'annuler. Libre, ça veut dire être en capacité de te déterminer. C'est ça la liberté.
être en capacité de se déterminer en connaissance de cause et assumer la décision prise. On a pris une décision, on l'assume. Tout en permettant à l'autre de faire pareil. Oui, tout à fait, tu as très bien compris. Pour la question de la liberté. Parce Oui. qu'effectivement, il y a cet amalgame entre liberté, anarchie, Oui. licence, où je suis libre, je fais ce que je veux. Oui. On n'a pas à m'empêcher, je pense, je dis je fais ce que je veux. Mais on fait ce qu'on veut à condition que je ne t'empêche pas, par exemple, d'aller où tu veux, toi. Absolument. Voilà. Alors, ce qui est d'autant plus important, et elle le dit à la fin de son article, l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants. C'est la condition. Si nous aimons assez nos enfants, pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes. Il y a une condition. Si nous aimons nos enfants, il ne s'agit pas de les abandonner. Fais ça zotlé, je vous laisse croître sans limite, etc., dans vos automatismes, voilà. Sans les abandonner, ni les rejeter dans le monde en disant, c'est pas ma faute, hein. C'est ce monde-là qui est mauvais, moi, j'ai rien à voir là-dedans, débrouille-toi. Si on aime, on doit éviter ça. Ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf. C'est ça la difficulté. La difficulté. Trouver le bon dosage. Voilà. Et donc, c'est là où il faut beaucoup d'adresse et beaucoup d'amour. Et surtout, je dirais, comprendre que les choses ne sont pas si simples que ça. Il faut porter au même niveau la tradition, qui n'est pas du conformisme, parce qu'il faut que quelque chose ne change pas, mais amener la nouveauté. Donc, si je veux que le jeune puisse prendre en compte la société de demain, il faut d'abord que je l'éduque à prendre confiance dans cette nouveauté qu'il représente. Si chaque pas qu'il fait, on lui dit « Ah ouais, c'est pas bon, etc. » Le pas, c'est pas valorisé par une note. C'est valorisé par ta capacité à acquérir un certain nombre de compétences. Et la meilleure compétence, c'est penser par soi-même. C'est-à-dire être en capacité de former un jugement en connaissance de cause. Pas d'interpréter le monde. On t'a pas demandé. Interpréter le monde, et Spinoza le dit bien, quand on interprète, qu'est-ce qu'on fait? On donne un sens subjectif. Et le danger, c'est que chacun, nous tombons dans un délire interprétatif, à savoir, moi je pense ça, et le délire interprétatif, c'est la superstition. Voilà. Donc, et ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Chacun, on interprète telle chose. Ah ouais, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Le sens, c'est pas l'explication. L'explication, c'est la recherche des causes, des raisons pour lesquelles on est conduit à faire ceci ou cela. Le sens, ce n'est pas l'explication. Non, D'accord. interpréter, c'est pas expliquer. Donc, et ça, c'est important dans une stratégie d'éducation. Il faut expliquer le monde dans lequel nous sommes et pas l'interpréter. Expliquer comment est-on passé de ceci à cela. Sinon, quand on l'interprète, eh bien, on part dans ce que Spinoza appelle le délire interprétatif, qui est la superstition. D'accord? Chacun donne, etc. Et ça donne les fake news, ça donne tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on confond les deux registres. Et que l'éducation, justement, c'est former un esprit neuf pour une société neuve et, je dirais, respectant le bien commun. C'est ça. Commun, c'est mettre ensemble. C'est ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que chacun, nous sommes en capacité de vivre quelque chose ensemble et de faire que cette chose avance, même si on peut penser différemment. Et ça, moi, je pense que c'est pourquoi je l'ai choisi, parce que elle met l'accent sur la complexité de l'éducation et la complexité de la crise. C'est pourquoi notre défi aujourd'hui, si on veut
dépasser la crise, eh ben, il faut porter non pas des solutions toutes faites, non pas des rituels, parce que nous sommes dans des rituels, ben oui, ça c'est ça, on a l'habitude de faire ça, eh ben, il faut chercher des solutions neuves. Et eh ben, quoi d'autre? Se mettre ensemble. Et puis, il y a des jeunes qui peuvent penser et avoir des idées. Heureusement, c'est parce qu'ils peuvent penser que nous pouvons dire que l'éducation a réussi ou pas. Une chose que j'aime bien une chose que j'ai apprise avec le terme crise, puisque tu es revenu dessus, crise durable, crise. En mandarin, crise a deux significations, l'origine. Il y a un côté justement négatif, on va dire qu'on connaît, qu'on a tendance à voir, une crise, donc c'est source de problèmes, mais c'est aussi source d'opportunités. Et c'est l'occasion, dans une crise, d'effectuer des transformations qui ne vont pas se faire en un claquement de doigts. Ah non, mais ça c'est sûr. Comme tu dis, de rechercher des solutions, ne pas sortir déjà des choses déjà toutes faites. Toutes faites. C'est justement notre défi aujourd'hui. Parce que plus on est dans les rituels, des solutions toutes faites, on a l'habitude de faire comme ça, etc. On va remettre ceci, remettre le couvert. Les gens se disent, bon, mais stop, ça va, déjà vu, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment s'investir. C'est ça que ça signifie. Vraiment s'investir et penser qu'on peut y arriver. Et ça, je crois que si on n'a pas cette idée qu'on peut y arriver malgré les difficultés, et puis malgré les difficultés, non seulement des adultes, mais aussi des jeunes, parce que le monde, c'est celui que nous avons construit envers et contre tout. Même si je n'ai participé qu'à 1%, j'y participe parce que j'ai décidé de mettre au monde mon enfant dans ce monde-là. D'accord? Il y a des gens qui disent, moi, je ne ferai pas d'enfant dans ce monde-là. C'est leur choix. Mais à partir du moment où j'ai choisi de donner à naître, parce que c'est ça, éduquer. Donner à naître, c'est faire surgir, manifester, mais je dois l'assumer. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laurence. Merci pour tes explications qui nous aident à réfléchir, ne pas rester dans les sentiers battus, mais à aller plus loin, explorer de nouveaux mondes, tout en ignorant ce qui a été fait. Il ne faut pas ignorer ce qui a été fait avant, mais chercher aussi des solutions pour le nouveau et l'ancien, permettre la stabilité du monde actuel dans lequel nous vivons. Oui. Et la stabilité, mais aussi la recherche d'un nouveau monde. Parce qu'il y a la stabilité, mais le nouveau monde doit assurer le bien commun. C'est-à-dire qu'il faut porter les deux. C'est ce qu'on a du mal. Quand on est trop ancré dans la tradition, on perd de vue le présent et le futur. Merci beaucoup Marie-Laurence sur ces belles paroles. Donc nous allons nous tourner vers Raphaël. Je ne sais pas s'il va nous faire réfléchir autant, mais de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Oui, je vais faire réfléchir, mais aussi porter un peu sur l'imagination. Parce que, et je rejoins un petit peu son analyse de Madame Delors, c'est bien ça? Oui, Madame Delors, et puis l'analyse que fait Hannah Arendt. Voilà. Par contre, moi, c'est une fiction, c'est un jeune homme qui, le jour de l'an, qui a bien fêté et qui après, pour des circonstances que je vais dévoiler ici, est obligé de prendre sa voiture et puis, en revenant, il a un accident. Et en se réveillant, en revenant à lui, il constate qu'il y a une lune pleine à craquer. Parce que parfois, la Lune, elle est plus ou moins, selon le cycle, plus ou moins près de nous, mais cette fois, elle est tout près. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il ne réalise pas. Et à partir d'un moment, il constate qu'il a perdu la mémoire. Et c'est à ce moment que ses proches vont être au courant de cet accident, vont tout faire pour lui ramener la mémoire. C'est pour dire que ce roman, c'est en quelque sorte
une analyse quand même de notre société pour dire que nous avons un petit peu oublié l'île dans laquelle nous vivons. Une petite question. Oui. De quel roman tu parles, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous donner le titre de ton roman? Alors, le titre, c'est « Coup de foudre pour la Lune ». Coup de foudre pour la Lune. Voilà. D'accord. D'où l'image, la séquence avec la Lune dont tu as fait mention tout à l'heure. Là. Coup de foudre pour la Lune. Pour la Lune. Mais, s'il a perdu la mémoire, tout au long de sa convalescence, il va s'accrocher à la Lune et, en même temps, tous ses proches, comme je disais, tentent de faire la mémoire revenir. Bon, ce sera en lui racontant beaucoup de choses qui se sont passées au cours de sa vie, comme par exemple le carnaval, comme par exemple aussi le jour de l'an, où il était en compagnie de toute la famille. Et à partir de cela, il y a quand même une intrigue. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont essayer de profiter de cette situation pour essayer de l'estorquer des fonds. Mais comment? Mais je voulais quand même, à travers ça, parler de quelque chose qui est dans notre tradition, qui est la course de yole. Et la course de yole, il doit jouer avec quelqu'un qui s'appelle Ernest, et celui-ci va essayer de lui faire comprendre qu'il a touché au loto, le loto-yole. Le loto-yole, ça n'existe pas encore en Martinique. D'accord. Merci de préciser, parce que j'étais en train de réfléchir, le loto-yole, celui-là, je ne le connaissais pas, mais merci. Voilà. Oui, parce que je pense que la course de yole, c'est un événement extraordinaire qui se passe chaque année dans notre département, dans notre île, et puis qui a quand même une répercussion, disons, internationale, puisque à partir de l'Internet, on peut suivre la course de yole. Et notamment, nous savons que la yole a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce sont des jeunes qui ont pris l'initiative d'organiser le tour de yole, non, le loto yole, parce que la Française des Jeux n'accepte pas que cela sort de son escarcelle. Et ces jeunes veulent montrer aussi voudraient que le tour de yole soit en quelque sorte modernisé. Et à partir d'un site qu'il va mettre en ligne, ces jeunes-là, ils vont organiser ce loto-yole. Et puis, lui, Ernest, fait comprendre à Ludovic qu'il avait joué avec lui et puis qu'il avait quand même estorqué, pris l'argent qu'il avait gagné, qu'il avait pris l'argent, et puis que ce sera toujours, comment je veux dire, alors son frère va, à partir de cet événement, se servir de cet événement pour essayer de un petit peu taquiner la mémoire de Ludovic pour lui revienne, pour que cette mémoire lui revienne. Une petite question, excuse-moi de revenir au-dessus, par rapport au fameux loto-yole. Oui. J'ai enfin compris que c'est dans le roman qu'il y a le loto-yole. Ça consiste en quoi? Est-ce qu'il y a une ressemblance avec le loto traditionnel? Quelle est la particularité? Qu'est-ce que sa spécificité? Eh bien, le loto-yole, c'est exactement comme toutes les courses, tous les paris de la Française des Jeux. D'accord, c'est un pari. Que ce soit les courses de chevaux, que ce soit l'autofoot, etc. Mais donc, il y a des quintés, quartés, etc. D'accord. Donc, on mise sur le futur vainqueur, le potentiel vainqueur. Voilà. Non, sur, par exemple, un trio. D'accord. Par exemple, ou bien les 4 premiers. Alors, ce qui veut dire que je suggère qu'on puisse, penser à cet aspect des choses. Mais, je pose la problématique. Est-ce que les partisans de la tradition vont accepter un élément du patrimoine aussi important soit mercantile? Alors donc, le débat est là. Oui. Et puis,
je pense que pour le futur, on va, comment dirais-je, résoudre la problématique. Qui sait, peut-être que parmi nos téléspectateurs, il y a quelqu'un qui se dit ah, tiens, ce monsieur-là a une bonne idée, là, cette affaire de l'autoyol. Sauf peut-être, il va peut-être pas l'appeler l'autoyol, il va trouver une autre appellation. Mais effectivement, comme tu dis, pour revenir avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Madame Delon, Oui. ce débat entre tradition et modernité, oui, c'est le genre de question qui peut se poser. Est-ce que un élément du patrimoine maintenant qui est rentré dans le patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, est-ce qu'on l'utilise à d'autres fins? Est-ce que... Donc, c'est sûr qu'il y aurait ce débat entre certains anciens qui diront ben non, les yoles, c'est les yoles, on n'y touche pas. Et il y a d'autres qui disent mais on est dans la mondialisation, peut-être que pour justement avoir une autre fenêtre sur soit l'événement ou bien soit sur ce pan du patrimoine, explorer de nouvelles possibilités. Absolument. Mais il y a aussi le fait que la société des yoles, bon, qui est fictive, il faut avoir son autorisation. Donc, il pourrait aussi, elle du moins, la société et l'association pourraient, comment dirais-je, porter plainte contre cette exploitation de ce patrimoine. Mais attention, ces jeunes sont allés à Sainte-Lucie pour mettre le siège de leur, comment dirais-je, de l'autoyol pour échapper à la législation française. Et devant le succès de l'autoyol, les responsables sont obligés de tempérer sur leur intention de porter plainte. Et nous laissons à l'avenir et résoudre ce problème. Donc c'était pour ça. Et aussi, il y a d'autres événements qui se passent. Par exemple, Ludovic, il y a un moment, il va s'échapper de l'environnement familial et va se retrouver dans la mangrove. Et dans la mangrove, il va trouver, comment je veux dire, une secte qui adore la lune. Et c'est à ce moment-là que une fille qui s'appelle Isabelle, qui est une agrégée de philosophie, voilà, qui a renoncé, disons, comment je veux dire, à la tradition et qui a voulu, comment dire, s'émanciper, va fonder une secte et puis ils vont adorer la lune. Et un soir, Ludovic, dans sa fugue, va tomber sur cette secte et va être emprisonné, disons, comment je veux dire, par, vous savez, lorsque vous êtes sous l'emprise d'une secte, ses parents vont s'adresser à l'association qui est contre les sectes, je ne me rappelle pas du nom que présidait M. Zéclair, je crois. Donc, c'est une chose dans ce sens-là. Et puis, finalement, on verra comment cela va se passer. Mais c'est pour dire aussi, c'est un autre moyen qui permet, à travers ce roman, de revenir à notre, comment dirais-je, à notre tradition. Et je voulais quand même, je m'adresse quand même aux jeunes, parce que quelqu'un de plus âgé qui lirait ce roman, soit la personne se dirait, tiens, comme ça se passe, et effectivement, je me revois, je me reconnais, mais il y a tellement de choses qui échappent à nos jeunes. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, comment c'est impliqué au fur et à mesure le carnaval dans notre société, le chanter Noël, certains aspects de notre culture. Donc ce qui fait que j'aurais souhaité que les jeunes puissent quand même s'imprégner, s'approprier de cette culture. Et il y a un moment aussi où Ludovic, pour lui permettre de retrouver la mémoire, sa femme et ses enfants vont l'emmener au carnaval. Et c'est à l'époque où on a, comment dirais-je, bousillé la statue de l'impératrice. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ils vont et ils constatent
que effectivement il y a eu cette démolition. Et puis, dans le cadre de cette reconquête de la mémoire, il se passe une crise, voilà, autour du drapeau. Autour du drapeau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les 3 couleurs que nous connaissons très bien sont pour, comment dirais-je, vraiment, défendre le fait que Joséphine n'a pas sa place. Et qu'est-ce qui se passe? Les bleus, blancs, rouges, pour les nommer, se disent, mais non, c'est notre vrai drapeau. Et il y a eu un drapeau qui s'est, comment dirais-je, qui a été, comment on peut dire ça, institutionnalisé, avec le lambi, pour aller, puisque tout le monde le connaît, disent non, voilà le drapeau de la Martinique. Et dans cette période de crise, il y a les forces de l'ordre qui sont obligées d'intervenir. Et à ce moment, il y a un autre groupe de jeunes qui viennent avec le drapeau blanc pour dire non, nous sommes venus pour le dialogue et pour voir comment on peut trouver pour nous instituer un drapeau. Donc, voilà. Une sorte de drapeau symbole de paix. Oui. Ah, d'accord. Non, parce que nous savons, notamment, tu as une base d'historien. Tu sais que le drapeau blanc, c'est aussi celui de la royauté. Donc, ça m'avait surpris au début quand tu as dit ils sont venus avec le drapeau blanc. Je me suis dit, oh, des jeunes avec le drapeau de la royauté. Mais c'est là un symbole de paix. Mais je veux te rassurer, c'est le drapeau blanc, mais pas avec la fleur de lys. D'accord. C'est le drapeau blanc pour, par exemple, lorsqu'on est en guerre. On veut dire que c'est comment dirais-je, le sens de ce drapeau. Donc c'est en quelque sorte toutes ces comment je veux dire ces aspects du passé qu'on voudrait reconstituer. Et je voulais quand même dire que à travers effectivement cette crise, et c'est pas que je tombe sur le sujet. Parce que ce qu'on voudrait, je voudrais dire, c'est que à travers toutes nos crises, quand même, la Martinique, ou bien les Antilles, la Guadeloupe aussi, nous avons, comment je veux dire, un potentiel énorme. Et je pense quand même que ce qui manque peut-être dans notre pays, c'est la coordination des efforts qui sont faits pour qu'il y ait une amélioration, disons, de la société. Et c'est pourquoi je dis qu'à un certain moment, assez l'été, en nous plairait, essayons de faire quelque chose. Parce que, imagine, nous avons, comme je disais tout à l'heure, le label patrimoine mondial de l'UNESCO, nous avons l'étiquette de la biosphère, voilà. Tout à fait. Nous avons l'une des plus belles du monde, donc qui a voulu être exploitée par la Transat, mais nous sommes d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour cette manifestation, qui voient dans cette manifestation une débauche de luxe, etc. Mais comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas resté figé dans la tradition et ne pas quand même accepter certaines avancées en considérant que si par exemple, comme pour le vaccin, on mesurait le bénéfice-risque, l'autre c'est encore risque, le bénéfice que... Oui, bénéfice-risque. Bénéfice-risque, voilà. Donc, on verrait que dans cette manifestation, il y a un risque. Le risque, c'est quoi? Les partisans, ceux qui sont contre cette manifestation, vous diront que c'est un retour au commerce triangulaire, c'est-à-dire le café, et les autres vous diront que non, ça apporte énormément à la visibilité de la Martinique. Si par exemple nous voulons développer le tourisme, c'est pour vous dire que quand même, à travers ce roman, je ne prends pas parti, c'est pas pour l'acheter, mais c'est pour vous dire quand même que
il faut qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on reste toujours sur une position ou bien on essaie d'avancer sur, comment dirais-je, autre chose, quoi. Ça rejoint un petit peu ce que Mme Delors disait tout à l'heure. Est-ce qu'on reste dans l'état d'esprit où on se dit, bon, ben on a toujours fait comme ça, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné et on ne peut pas faire différemment, ou on peut garder ce qui a marché et chercher à améliorer l'existant. Faire surgir des éléments nouveaux. Voilà, c'est ça. voilà. Et ces éléments nouveaux, ce sont les jeunes qui apportent les éléments nouveaux. Et donc, c'est ça le but de l'éducation. C'est de faire de telle façon que l'élément de nouveauté est apporté par chaque génération. Voilà. Et je voulais dire quand même que, en admettant que ce soit quelque chose qui pose problème, à polémique, et à un moment, c'est la société qui, comment je veux dire, qui décide. Puisque, au niveau de certaines décisions qui sont prises, soit par les politiques, soit par le gouvernement, etc., il y a un moment où il faut quand même un consensus au niveau de la prise de décision. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Nicole, pour ta présentation. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage, s'il te plaît? Alors, l'ouvrage, ça s'appelle « Coup de foudre pour la Lune », édité aux éditions Baudelaire et que l'on peut trouver en librairie. Et tous les sites de vente traditionnels. Merci beaucoup, Monsieur Nicole, merci. En tout cas, le personnage a un très bon prénom, hein, c'est ce que je retiens. Il a un prénom très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi aussi, il a un très bon prénom. En tout cas, ça a permis de faire réfléchir. Et juste une petite précision aux téléspectateurs. En fait, mes participants ne se concertent pas. Mais ce que j'observe souvent, c'est qu'on arrive à faire les liens. Parce que c'est l'actualité, ce sont des sujets de société. Et ce côté où on réfléchit tradition, modernité, ça touche toutes les époques, ça touche toutes les contrées. Et je suis convaincu qu'effectivement, pour avancer, nous avons besoin de bases solides, mais ces bases, nous pouvons les renforcer. Qu'est-ce que tu appelles le nouveau? En apportant un élément de nouveauté par la jeunesse. C'est la jeunesse. Sinon, le monde, il y a une érosion du monde et on peut perdre notre humanité s'il n'y a pas cet apport de cette nouveauté, de cette jeunesse. Parce qu'il y a des jeunesses, il n'y a pas qu'une jeunesse, il y a des jeunesses. Tout à fait. On oublie souvent. Exact. On dit là, mais il y a des. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laurence. Merci Ludovic. C'est toujours un plaisir de te recevoir parmi nous. C'est toujours un délice de t'écouter. Merci du compliment. Et monsieur Nicole, ce fut un plaisir. Merci pour moi aussi. Merci beaucoup pour ton ouvrage qui nous permet aussi de réfléchir à notre société martiniquaise, antillaise, voire mondiale de façon générale. Absolument. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Donc, si vous voulez faire comme Madame Delors ou comme Monsieur Nicole, vous pouvez nous rejoindre sur le plateau. S'il y a un livre un coup de cœur vous avez, il suffit de composer le numéro qui s'affiche à l'instant en nous contactant au 06 96 19 41 13 et ce sera avec un grand plaisir que nous vous recevrons sur ce plateau de Plaisir de lire sur Zouk TV. Donc nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et à très bientôt.